La parole est à Monsieur Coquerel. Bien sûr, me revoilà, mais il faut dire aussi que vous avez mis le temps de le faire adopter, votre budget, et que la manière dont se sont passés certains débats laisse rêveur. Donc souffrez que jusqu'au bout, votre opposition donne ses arguments pour expliquer pourquoi, effectivement, quoi que vous en pensiez, quoi que vous réagissiez, le budget que vous nous avez présenté et que vous êtes en passe d'adopter est le budget des ultra-riches. Parce que vous pourrez toujours faire agir vos calculateurs, vos machines à calculer de manière différente, vous vous apercevrez toujours que ceux qui vont le plus profiter de ce budget sont les 1% des Français les plus riches qui vont capter une très grande partie de vos cadeaux fiscaux. Et c'est plus particulièrement vrai des détenteurs de la rente capitaliste. Je vous invite une dernière fois à le vérifier ensemble, chers collègues. La baisse de l'ISF, transformée en IFI, 3,5 milliards d'euros. Et très franchement, vous aurez du mal à nous persuader que les l'os à ronger de 50 millions que vous proposez d'adopter sur les yachts, les voitures de luxe, etc., pourraient faire oublier cette véritable ponction sur l'État aux Français. Instauration du prélèvement forfaitaire unique, la flat tax, on en a souvent parlé, 1,5 milliard d'euros à minima, et dont très certainement nous verrons pour l'avenir qu'elle rend insincère ce budget du fait de l'effet d'aubaine que je vous ai souvent ici décrit, à savoir que les revenus actuels des personnes concernées qui partaient vers les salaires, qui partaient vers les honoraires, vont évidemment être transvasés vers les dividendes. L'abandon de la taxe sur les dividendes, 1,8 milliard d'euros. Je sais qu'en plus, cette question nous aura coûté 10 milliards d'euros du fait que vous avez à la fois obéi aux injonctions de Bruxelles et qu'en plus de ça, non seulement vous allez payer et nous faire payer les 10 milliards d'euros, là encore, aux plus riches, aux dividendes, dont je rappelle qu'à 80%, elles bénéficient aux très grandes sociétés et non pas aux PME. Mais en plus de ça, vous ne faites aucun effort pour faire en sorte que cette directive absolument scandaleuse soit abandonnée par Bruxelles. L'abandon de la taxe sur les transactions financières aux intradés, 2 milliards d'euros, suppression de la dernière tranche de la taxe sur les salaires, 150 millions d'euros. On peut refaire tous les calculs. Tout ça fait un équivalent de 9 milliards pour les plus riches, et l'aumône pour les 9 millions de pauvres que compte ce pays. Au point même que, hier, à une question qui lui était posée, j'ai remarqué qu'Édouard Philippe avait beaucoup de mal à énumérer la moindre allocation, tant elles sont infimes, qui ira au bénéfice justement des plus défavorisés de nos concitoyens et qui sont souvent pris d'ailleurs dans les poches des autres citoyens défavorisés et non pas, comme on vient de le voir, dans ceux qui ont le plus de moyens dans ce pays. Votre budget est donc inégalitaire. Vous nous dites tout le monde va profiter de ce budget. C'est faux, faux et archi-faux. Tout d'abord, les hausses d'impôts sont immédiates, celles de la CSG, alors que, par exemple, la taxe d'habitation, dont vous nous expliquez qu'elle viendra en contrepartie de cette hausse, disparaîtra sur 3 ans, et que les cotisations sociales que vous avez décidé d'alléger pour laisser penser aux Français qu'ils récupéreront ainsi de pouvoir d'achat, alors qu'ils perdront en réalité du salaire socialisé, seront allégées en 2 fois. C'est donc un jeu de dupes. Un jeu de dupes à la fois en termes de calendrier, augmentation tout de suite de la CSG, et on le voit, les avantages, ce que vous présentez comme des avantages différés dans le temps, mais en plus de ça, parce que vous allez donner aux salariés ce que vous leur prenez dans l'autre poche. Il y a même ceux qui perdront de suite, car exonérés de la taxe d'habitation, comme les 20% des plus défavorisés, et qui seront pourtant justement assujettis à une hausse de la CSG. Même votre taxe carbone, ma collègue Mathilde Panot l'a très bien expliqué à l'instant, est finalement une taxe rikiki qui ne règle rien par rapport à la question dramatique du climat, puisque vous avez exonéré les plus gros pollueurs en termes de CO2, que ce soit le kérosène des avions ou les entreprises les plus polluantes qui pourront continuer à le faire au prétexte qu'il y aurait des accords européens et ce droit à polluer que par ailleurs nous condamnons. C'est aussi le budget le plus austère de la Ve République. Je vous rappelle là aussi la baisse des dépenses publiques drastique de plus de 15 milliards d'euros, 80 sur 5 ans, qui nous est annoncée et qui concerne absolument tous les secteurs jugés comme prioritaires par les Français. La question du logement, forte baisse des APL, et au passage, je ne m'amuse pas, le mot ne convient pas, de voir que vous jugez que 5 € finalement ce n'est rien.
mais que 350 000 € pour un avion pour gagner 2 heures, là aussi, ce n'est rien. On voit bien qu'il y a là aussi une curieuse distorsion entre ce que vous demandez aux Français, c'est-à-dire de se serrer la ceinture et aux plus défavorisés, et que vous trouvez normal, par contre, pour l'exécutif. Donc, forte baisse des APL et le fait d'affaiblir toujours plus le logement social, ce qui aura pour effet, pour conséquence, inévitablement de continuer à rajouter sur la rareté des logements, ce qui entraîne une spéculation immobilière que nous connaissons depuis des années et qui explique pourquoi le logement dans ce pays coûte à peu près 2 fois plus cher qu'il y a 30 ans. L'emploi, là aussi, secteur qu'on pourrait juger prioritaire, vous avez décidé de le baisser de 1,5 milliard avec le plus grand plan de licenciement organisé par l'État français, c'est-à-dire moins 270 000 contrats aidés. Et je suis assez étonné que notre collègue d'En Marche, qui nous a répondu tout à l'heure, considère de manière positive cette baisse qui va pénaliser des associations et beaucoup de collectivités territoriales et donc, en dernier recours, les Français. Baisse des dépenses de l'assurance maladie, prévision de moins 4,2 milliards d'économies sur les hôpitaux, dont on nous dit qu'ils dépensent encore trop à je sais quelle aune de l'austérité. Je me demande à quel point, pourtant je suppose que si, vous et vos familles ne sont pas aujourd'hui, ne fréquentent pas aujourd'hui les hôpitaux publics pour voir que demander encore plus d'efforts, demander par exemple encore plus le fait qu'on conseille à des patients de ne pas séjourner une nuit de plus à l'hôpital a des effets absolument catastrophiques pour la santé dans notre pays. Nous qui pouvions nous enorgueillir il y a 10 ans d'avoir le meilleur système de santé au monde. Enfin, la baisse des collectivités aussi, alors que vous évitez comme terme de baisse. Je sais que dans votre 9 langues, vous faites exactement, vous donnez le nom exactement contraire à ce que vous faites. Vous cassez la protection sociale, vous nous dites que c'est pour mieux protéger, vous cassez, en tout cas vous affaiblissez les syndicats dans les entreprises, vous dites que c'est pour assurer plus de dialogue social. Et là, vous baissez de 2,6 milliards les dépenses des collectivités territoriales, 13 milliards d'euros sur 5 ans, en voulant nous faire croire qu'en réalité, tout ça est stabilisé et n'aura aucune incidence. Il y a fort à parier, en tout cas ce sont les chiffres, que ça entraînera la disparition de moins 73 000 fonctionnaires territoriaux d'ici 2022. Et pour ne rien dire de la disparition progressive de la taxe d'habitation qui coûtera 10 milliards d'euros aux collectivités et dont je fais le pari, on se retrouvera dans quelques années, que vous ne le compenserez pas au centime d'euro près, tout comme l'État n'a pas compensé au centime d'euro près absolument tous les transferts financiers qui ont été faits par rapport aux collectivités territoriales. Je rappelle en plus que tout ça vient après la baisse de 10 milliards d'euros du gouvernement Hollande aux mêmes collectivités territoriales, dans lequel le président de la République que vous vous êtes choisi a évidemment toutes ses responsabilités. Enfin, tordons le cou à l'un de vos contrefeux. Non, il n'y aura pas un plan de 57 milliards d'investissements, mais 24, moitié moins. D'ailleurs, vous l'avez admis dans un amendement accepté depuis le départ. Au moins, de ce point de vue-là, les choses sont maintenant réglées. C'est 2 fois moins que le président de la République s'est engagé à mettre dans l'investissement. Il fait courir votre budget le risque d'une désastreuse régression et la logique que vous comptez mettre en place pour 5 ans nous fait craindre pour le pays. C'est une logique austéritaire. 9 milliards de cadeaux fiscaux, je le dis, c'est, on vient de le voir, un appauvrissement de l'État de près de 50 milliards de recettes sur 5 ans. C'est amputer les dépenses de l'État de 80 milliards d'euros sur le quinquennat, c'est provoquer un choc austéritaire qui empêchera la relance de l'activité et organisera de fait une privatisation rampante de l'économie. Et à ce sujet, ce que nous n'espérons pas, du moins dans les 5 ans qui arrivent, parce que nous ne souhaitons pas le malheur pour nos concitoyens, mais comme il est évident qu'une bulle spéculative finira par exploser tant la disparité est toujours plus grande entre l'économie réelle et l'économie financière, il y a dans ces cas-là fort à parier que ce que vous mettez ici en place, c'est-à-dire l'affaiblissement des dépenses publiques, qui, je vous le rappelle, est une recette dans le PIB, nous manquera à ce moment-là pour faire face de nouveau aux aléas et aux crises déclenchées par le capitalisme financiarisé. Je vous le rappelle, nous vous l'avons souvent dit, vous ne l'avez pas relevé, qu'entre 2012 et 2016, ces dépenses publiques que vous aimez à sabrer ont permis à l'économie française de ne pas rentrer en récession parce que le marché privé, lui, était devenu atone. Vous vous soumettez aussi au carcan européen, c'est d'ailleurs un peu l'alpha-oméga finalement de ce budget, que ce soit celui de la dérégulation du marché du travail exigé par Bruxelles depuis des années, depuis au moins 5 ans, que ce soit la règle d'or des traités de l'Union européenne et trajectoire d'austérité qui, au final, composent le programme de finances publiques 2018-2022.
Je note d'ailleurs que ce carcan risque de devenir encore plus contraignant avec l'idée à laquelle que vous appuyez d'intégrer le TSCG et le mécanisme européen de stabilité dans le droit communautaire au lieu du droit intergouvernemental comme il est aujourd'hui, et faisant ainsi que nos parlements, nos assemblées nationales aient toujours moins de pouvoir par rapport aux questions dont ils devraient conserver la souveraineté. Je parle là du budget du pays. Vous maintenez la concurrence généralisée entre les peuples, alors que l'harmonisation fiscale et sociale est interdite dans l'Union européenne. Ce dumping fiscal, finalement, j'allais dire qu'il est presque encouragé par les quelques mesurettes annoncées par l'Union européenne en termes de paradis fiscaux, puisque d'un côté, vous en dénoncez 18, vous en laissez autant à la porte, dont tous les paradis fiscaux qui sont intégrés à l'Union européenne, je pense à l'Irlande, Luxembourg, Malte, les Pays-Bas. Ce faisant, vous encouragez au final, en ne dénonçant pas justement cette omission, vous encouragez au final l'évasion fiscale. Enfin, vous célébrez par ce budget la toute-puissance du capital. Je l'ai souvent dit, je regrette que Bruno Le Maire ne soit pas là ce matin parce qu'il a au moins l'honnêteté de la politique qu'il applique. C'est-à-dire qu'il se revendique effectivement du théorème de Schmitt, chancelier allemand, qui, il y a voici 43 ans, ça ne nous rajeunit pas, expliquait que les profits d'aujourd'hui sont les investissements de demain et les emplois d'après-demain. À cette question, quand nous lui avons souvent répété, souvent demandé quelles étaient les raisons pour lesquelles il pensait que cet argent allait être non pas investi dans la spéculation, mais investi justement dans l'économie réelle, il nous a dit le bon sens. Pardonnez-moi, chers collègues, mais le bon sens en termes de capitalisme financiarisé, en termes de système, n'a pas lieu d'être. Ce système n'a pas de morale, il n'est ni bon ni mauvais, simplement il produit effectivement une politique absolument délétère, puisque sa seule ligne d'horizon sont la rentabilité de ses placements à la bourse et non pas l'intérêt général. Je vous ferai remarquer que le CICE de François Hollande allait déjà dans ce sens. Ça va faire en sorte que ce CICE aura coûté au bas mot environ, même si les calculs diffèrent, mais certainement 100 milliards en 4 ans pour à peine 100 000 emplois créés ou sauvegardés. Vous avez décidé de le prolonger d'1 an et surtout, pire, de le transformer en exonération définitive par la suite, de façon à s'assurer que cet argent manquera encore plus à l'État, que cet argent ira pour rien, puisqu'il est non contraint et non fléché vers les entreprises et toutes sortes d'entreprises, y compris celles qui, 1 an après ou 2 ans après, annoncent des licenciements. Plus globalement, on connaît les résultats sur le vieux continent et en France de l'application de la politique de l'offre que vous défendez. Si les profits ont bien explosé, les investissements ont stagné, voire régressé, le chômage a grimpé à un niveau historique. Toute cette politique n'est pas nouvelle, contrairement à ce que vous dites, y compris en France. C'est 7 points de la valeur ajoutée qui ont été versés ainsi au profit des dividendes au détriment des revenus du travail et qui coûtent environ à notre pays 150 milliards d'euros par an par rapport à il y a une trentaine d'années. Le capital, vous l'avez compris, n'est pas malheureux ici. Recordman d'Europe des dividendes. Les entreprises du CAC 40, là aussi, ont un record en termes d'explosion des dividendes qui, une fois de plus, et je le répète, bénéficient aux très grosses entreprises. Au fond, et c'était les chiffres révélés par plusieurs journaux à la fin de la semaine dernière, vous courez après une course à l'échalote absolument délétère. C'est celle finalement de rejoindre les pays les plus inégaux, qui, avec ce nouvel étalon que vous nous proposez, qui consisterait, quel progrès civilisationnel, à considérer que finalement est positif le fait de faire exploser les inégalités entre les plus riches et le reste, tout le reste de la population. Et je crois que votre budget, puisque la France avait réussi pendant plusieurs années, du fait justement de son état social, à limiter les dégâts, je crois que votre budget veut limiter, de ce point de vue-là, veut maintenant limiter ces écarts. Vous avez souhaité justement augmenter ces inégalités, sous-entendu, en donnant de l'argent au capital, nous allons produire le bonheur et la richesse pour tout le monde. Ça fait 30 ans qu'on assiste exactement à l'inverse. Un spectre entre aujourd'hui l'Europe, c'est celui de l'accumulation absolument maladive des profits. Monsieur Gattaz en souriait ce matin sur France Inter. Je pense malheureusement qu'avec le budget que vous nous proposez, le peuple entier va en souffrir. Merci. Merci, mon cher collègue.